Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Mesdames et messieurs, bonsoir. Excusez-moi, j'ai toujours rêvé de lire les nouvelles au téléjournal et comme Simon, exceptionnellement, est retenu à l'extérieur, ben j'ai dit, j'en profite, c'est ma chance, on va peut-être me découvrir. Simon Snake Boisvert, saison 2, épisode 14. Bonsoir. Bonsoir, Mathias. Mon cher Pierre-Alexandre Girard, je sens que tu as une grosse commande qui t'attend. Je te salue d'abord. Salut Mathias, salut Simon, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on a une grosse commande de commandite en fait ce soir parce que comme vous savez, Processus est présenté par CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et prix et d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique, ainsi que YouBet. YouBet.io propose des marchés à 100% sur tous les matchs de la LNH sans commission. Ça veut dire qu'ils offrent les meilleures cotes au monde sur tous les matchs de la LNH. On va te prendre un cri là, pour celui-là. Là. Ouais. Tu vas y penser ou tu te lâches lousse? Il va falloir que j'en parle plusieurs fois dans l'épisode, fait que je vais essayer avec une prise 2 tout à l'heure. Bon, parfait. Écoute, tu sais que je suis déstabilisé par l'absence de mon beau serpent, alors vous avez remarqué que le serpent n'est jamais très loin. Ça me réconforte d'avoir un serpent à côté. Simon, t'étais un peu je dirais pas en crise existentielle, mais proche. Le Canadien s'est remis quand même à gagner dernièrement. Là, évidemment, on enregistre à l'aube du match contre les Ducks d'Anaheim. Avance un peu au classement. Puis on a vu dans les dernières cuvées, des fois, que tu repêches 3e, que tu repêches 6e ou 7e. C'est un peu du pareil au même. Puis aujourd'hui, quand on s'est parlé, tu m'as dit, non. Il faut que tu repêches dans les 2 premiers, sinon ça va pas du tout. Fait que c'est pour ça que toi, Puis c'est vraiment pas pour garder nos auditeurs bien allumés que tu dis ça. Pour toi, le repêchage 2024 est vraiment particulier et c'est important dans ta tête que le Canadien finisse dans la cave. Pourquoi? Bien, je vais dire ça de temps en temps. C'est pas à chaque année que je vais dire ça. Mais cette année, je vais dire ce qui me dérange dans le repêchage, c'est que ça va être embêtant dans les choix 3 à 7, 8. Dans le sens que, bon, pour moi, Matthew Schaefer, il est numéro 1, il est à un palier supérieur. Ensuite, j'ai James Higgins, que j'aime beaucoup. Pour moi, il n'est pas au niveau de Matthew Schaefer. Cependant, c'est quand même, en tout cas, pour moi, une valeur sûre à l'attaque. Après ça, le problème que j'ai, là, je sais qu'il y a Porter Martone et Michael Misa qui sont classés dans le top 4 en ce moment. Puis ensuite, il y a d'autres joueurs comme Roger McQueen, Anton Frundell, Ilya Rabkin, Logan Hensler. C'est des joueurs qui vont probablement sortir dans le top 10 également. Mais ce qui me dérange un petit peu dans pour ces gars-là, c'est que je ne sais pas s'ils vont sous-performer ou, à tout le moins, jouer à la hauteur de leur rang de sélection. OK. Michael Misa, je l'aime, mais je n'ai pas réussi à me faire une tête là-dessus, à savoir que si c'est un gars qui sort dans le top 3, si c'est un gars qui va être digne d'être un choix top 3. Et c'est pour ça que moi, c'est le genre de situation, puis on voit souvent ça dans la NFL, on le voit moins au hockey, mais c'est le genre de situation que si, mettons, j'ai le 3e choix et que Higgins et Schaefer sont partis, je serais porté peut-être, là, puis là, on parle au mois de décembre en ce moment, je vais peut-être changer d'idée au mois de juin, mais en ce moment, je serais peut-être porté à faire un échange pour baisser de rang et peut-être amasser un actif supplémentaire. Pourquoi je ferais ça? Parce que moi, je voudrais m'assurer de repêcher un joueur qui va surperformer son rang de sélection. En anglais, on appelle ça un value pick. Autrement dit, un joueur
que si je le choisis 8e, ben, qui va être parmi les 8 meilleurs joueurs du repêchage, mais que si je le choisis par rapport à un autre que je choisis 3e, mais qui devient peut-être le 10e meilleur joueur du repêchage. Mais si tu Et l'aimes, ça, c'est la peur que j'ai. mais si tu l'aimes, ton joueur, à 5, Oui. tu choisis pas le gars que t'aimes à 5? Ben, c'est comme je te dis, il y a 2 paliers. En fait, il y a 3 paliers. Il y a Schaefer, il y a Higgins et il y a les autres. Alors moi, je vais te donner un exemple, OK? C'est tout simplement un exemple pour illustrer le propos. Exemple, si j'aime un gars comme Caleb Desnoyers, des Wildcats de Moncton, puis que sur ma liste, il est peut-être, je ne sais pas moi, 5, exemple. Mais si je choisis 5e, je ne suis pas sûr si il est digne d'être choisi 5e. Mais si je le choisis 9e ou 10e, ben là, j'ai plus de chances qu'il va surperformer son rang de sélection. Ben, il faut Moi, c'est comme un dada pour moi, là. Le value pick, pour moi, c'est tellement important de jamais repêcher un joueur qui sous-performe son rang de sélection. Bon, mais écoute, c'est une question quasiment d'image. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ça peut paraître très bizarre, là, les gens qui écoutent cette théorie-là. Mais moi, c'est surtout le fait que si tu baisses de rang, tu peux aller chercher aussi d'autres actifs. Tu sais, si tu pars, mettons, du choix numéro 4, puis que tu descends jusqu'au choix numéro 10, bien, c'est sûr qu'il y a un prix à payer pour ça, puis il y a peut-être des équipes qui le paieraient. Alors, à ce moment-là, il faut que tu additionnes le joueur que tu as choisi et les actifs que tu as reçus en retour. Puis en plus, le joueur que tu choisis, ben, tu dis, je l'ai choisi au bon rang. Mais admettons que je choisis, exemple, un Porter Martone au 4e rang. OK? Parce que ne faut pas oublier que dans le repêchage, il y a un genre de consensus, il y a un genre qui fait en sorte que les noms commencent à circuler pendant l'hiver. Puis là, la logique est rarement brisée. Ben, admettons que je repêche un gars comme Porter Martone, 4e. Puis que Porter Martone, il devient peut-être le 13e ou 14e meilleur joueur du repêchage. Ben, pour moi, c'est pas un échec, mais c'est pas un choix dont j'ai maximisé la valeur. Oui, mais si s'il n'est pas disponible, puis là, tu es prêt à repêcher quelqu'un que tu aimes moins puis qui devient encore moins bon, tu n'es pas plus avancé. Ben, d'où l'idée de descendre dans le repêchage. Oui, mais il va peut-être devenir moins bon que Martone, tu sais, rendu là où tu es rendu. Es-tu en train de nous dire, Simon, que ce repêchage-là est très faible? Il n'est pas faible, dans le sens que on va regarder ça dans 5-6 ans, 10 ans, mettons, puis là, il va y avoir probablement 1 ou 2 grandes vedettes, il va y avoir quelques très bons joueurs, il va y avoir des bons joueurs, puis bon an, mal an, il y en a 50 qui vont faire la Ligue nationale puis qui vont avoir une carrière. La seule chose en ce moment que je trouve difficile à évaluer, puis on va arriver sur les joueurs en particulier, ce sont les joueurs qui en ce moment sont les joueurs qui se dessinent à être choisis dans le top 10. Je donne un exemple. On a parlé là, de Misa, Partone, Schaefer et Higgins, qui sont probablement le Big Four là, de tout le monde en ce moment. Mais ensuite, je prends un gars comme Roger McQueen. Roger McQueen, c'est un joueur de centre de 6 pieds 5, c'est un late qui joue dans l'Ouest. Il est blessé. Mais lui, encore là, tu dis, est-ce que c'est un gars, il patine bien, mais tu dis, est-ce que c'est un gars qui est dominant parce qu'il est un peu plus vieux et parce qu'il mesure 6 pieds 5, ou est-ce que c'est un gars dans la Ligue nationale qui va, mettons qu'il est choisi 5e ou 6e, est-ce qu'il va valoir un 5e ou un 6e choix? Ensuite, je donne un autre exemple. Anton Frondell, le Suédois. Entre parenthèses, il est au Canada en ce moment. Il y a le tournoi Junior A qui a lieu dans l'Ouest canadien. RDS-TSN présente la médaille de bronze et la médaille d'or samedi prochain. Ceux qui sont intéressés à voir Frondell, qui joue pour la Suède. Frondell, c'en est un qui est très habile puis qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Mais je ne sais pas en ce moment, je n'ai pas réussi à évaluer si c'est un gars qui a un super talent offensif digne d'être choisi top 5. Et on continue. Logan Hensler, un dernier exemple, le 2e meilleur défenseur du repêchage. Il joue à l'Université du Wisconsin. Une valeur sûre, dans le sens que c'est un joueur qui va jouer LNH. C'est un joueur, d'après moi, qui va être un top 4 dans une brigade défensive. Mais est-ce que Logan Hensler, s'il sort 7 ou 8, c'est vraiment ça que tu veux au rang 7 ou 8? Tu sais, un joueur de 2e paire qui accumule peu de points, qui est fiable,
Ou est-ce que je suis mieux d'essayer de descendre à 8 puis d'aller chercher un gars comme Caleb Desnoyers qui, d'après moi, même si en ce moment, il ne vaut pas un choix top 5, il y a un potentiel, d'après moi, qui est plus élevé. Il y a un plafond plus élevé qu'un gars comme Logan Hensler ou Roger McQueen, par exemple. Parce que là, Alors, le Canadien... Pardon? Excuse-moi, vas-y donc. Ben, c'est toujours l'idée d'essayer de savoir, puis je me répète, surperformer le rang de sélection, donc y aller avec le plafond le plus élevé possible, mais sans nécessairement passer un choix 3 ou 4 sur un gars qui, pour qui le consensus le classe 8e, 9e ou 10e. Pag, je sais pas pour toi, là. Mhm. Puis là, en plus, le Canadien risque de repêcher peut-être même 14e ou entre 12 et 18 avec le choix des Flames, parce que les Flames vont moins bien. Ouais. Puis là, j'ai l'impression, Pag, corrige-moi, que Snake est en train de dégonfler une méchante balloune, là. C'est Non. pas le fun pantoute à t'écouter, là. Ben, mais quand même, à la lumière de votre conversation, les gars, moi, il y a quand même quelque chose qui me rattrape, c'est que j'ai comme l'impression qu'en ce moment, on est moins dans les dards à lancer, mais il faut vraiment y aller plus à la qualité. Puis là, je sais que tu viens de faire l'exposé que la qualité n'est pas nécessairement là, mais on est mieux quand même, si on est pour garder l'analogie du dard, d'y aller avec notre prospect favori, malgré tout. Oui, mais tu sais, il va y en avoir des bons joueurs dans ces rangs-là. Je suis pas en train de dire que c'est tous des pas bons, là. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que c'est plus difficile à évaluer cette année, mais on est juste au mois de décembre. Ceci étant dit, Mathias, tu arrives sur le choix 12, 14, 18 de Calgary, whatever. Ouais. Bon, moi, mon choix, c'est Carter Bear. Alors, moi, je lis le pic. Pour le 12e, 14e, je lis. À moins qu'il sorte avant, là, pour moi, j'ai Carter Bear. Deuxièmement, pour te rassurer dans tes craintes, ben, c'est que rendu au choix 14-15, tu as beaucoup plus de chances. Premièrement, les autres équipes ont fait le travail pour toi. Là. Ils ont défriché pas mal, ils en ont éliminé pas mal sur la liste. Et là, il y a des bonnes chances que tu te retrouves avec un choix qui, à ce rang-là, a le potentiel. Premièrement, il y a moins de pression sur le joueur. Puis deuxièmement, tu te retrouves avec un gars qui a un potentiel de surperformer sur le rang de sélection. Je vais te donner le meilleur exemple l'an passé, Michael Hage. Michael Hage, j'ai choisi 21e. Il n'y a pas de pression sur ce gars-là. 21e, là, on est dans... On se rapproche pas mal des troisièmes trios. Règle générale, là, d'après l'historique des mais repêchages. tu veux pas ça l'année où tu... Non, mais Michael Hage, d'après moi, va être mieux qu'un joueur de troisième trio. Donc, pour moi, Michael Hage, en ce moment, c'est ce que j'appelle un value pick, c'est-à-dire un joueur qui a de très grandes chances de surperformer son rang de sélection. Et je pense qu'avec le choix de Calgary, le Canadien a une chance de trouver un gars comme ça. Et c'est ce qui me chicote en ce moment, c'est si le Canadien, mettons, a le 5e choix. C'est vraiment ce chiffre-là là, qui me travaille. Là. Le 5e choix, là, pour moi, il est difficile. Il va être difficile à faire. Je vais te donner un exemple. 2015, on disait McDavid, Jack Eichel, après ça baisse. Mais après ça, tu as eu des Barzal, tu as eu des Connor plus tard. Peux-tu donner un peu d'espoir aux gens ou il n'y aura pas cette profondeur-là? Non, il va y en avoir. Exemple, moi, j'aime bien... c'est un petit joueur, là, mais exemple, j'aime bien Victor Eklund, qui est le frère de William. Bon, c'est un petit joueur, je ne sais pas si c'est nécessairement ça que le Canadien recherche, mais c'est un genre de gars qui a un plafond quand même assez élevé. Mais en ce moment, on ne peut pas garantir qu'un Victor Eklund, choisi 3e ou 4e, va être digne de ce rang de sélection-là. Mais des gars, il y en a. Caleb Desnoyers, je l'aime. Tu sais, Ryabkin, le Russe, il a un grand talent, drôle d'attitude sur la glace. Tu sais, on ne le sait pas, il joue pas dans des calibres où c'est facile de l'évaluer. Mais fais-toi-en pas, il va en sortir des joueurs de ce repêchage-là. Ce n'est pas un repêchage faible, c'est juste que les valeurs sûres pour devenir des joueurs d'impact, il n'y en a peut-être pas autant que certaines autres années. Tu sais, Matthew Barzal, même s'il est sorti 16e en 2015, on savait que c'était une aberration. Puis, en bout de ligne, il avait toujours été perçu comme un joueur d'impact dans le junior. Là, j'ai la solution. Mais pour toi, ça va être difficile. Là. Je te demande de faire un exercice compliqué. Oui. C'est de faire preuve d'une extrême souplesse. Oui. On le sait que Chicago et San Jose vont probablement finir dans la cave. On s'entend là-dessus. Oui. Donc, si tu veux un value pick, regarde, il faut que les jeunes jouent bien, puis laisse le Canadien gagner.
ton problème est réglé, ça va aller bien à Montréal, tes jeunes vont se développer, puis tu vas repêcher au rang, tu devrais repêcher. Pac, t'es pas d'accord? Oui, mais on dirait que l'administration nous a quand même habitués. Là. Souvenez-vous, en 2022, il y avait tant de choix au premier rang avec Wright, Slav, Cooley, qu'ils ont décidé quand même d'y aller avec leur meilleur pick à eux, selon le futur, selon le potentiel du joueur. J'ai l'impression qu'ils n'auront pas de difficulté à trancher. Mais moi, je parle de... Garde, laissez-les gagner tant qu'à y être, Simon. Oui. Mais Mathias, je comprends ton point. Là. Puis là, je le sais, là, ils ont battu Islanders, ils ont battu Ils ont battu Nashville. des clubs de leur niveau, là. Là, regarde le calendrier après Noël. OK? Là, on se rend jusqu'au 23 décembre, c'est pas pire, là, les 2 prochaines semaines. Mais regarde le calendrier après Noël. De 23 décembre à peu près jusqu'à la pause du tournoi 4 Nations, le calendrier est absolument brutal. Et d'après moi, le Canadien va solidifier à ce moment-là, là, à la pause du tournoi, ils vont solidifier leur présence dans le top 4. La pression, la chose qui est à savoir, c'est qu'est-ce qui arrive à la loterie. Tu sais, tu peux être 4e, mais il s'agit qu'il y a une équipe en bas de toi qui passe, puis là, tu repêches 5e. Mais d'après moi, ils vont solidifier. Si tu regardes également les modèles de probabilité, là, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même assez bien ces modèles-là. En ce moment, on prévoit que le Canadien va finir 4e dans la cave. Toi, est-ce que tu regardes les classements à l'endroit des fois ou ils sont tout le temps inversés? Bien, à un moment donné, je les regarde à l'endroit quand une reconstruction que j'ai suivie de près me fait plaisir. Exemple, les Blackhawks de Chicago qui avaient gagné 3 Coupes cette année. Mais c'est très, très rare parce que c'est plus fort que moi. J'abandonne ces équipes-là lorsqu'elles deviennent bonnes. Ben oui. Et après ça, je recommence à chercher la prochaine possible dynastie. Mais elle n'arrive pas. C'est une prochaine dynastie. T'es un gars de bas de classement, toi, finalement. Ah oui. Mais oui, vas-y donc, Pag. Je comprends ce que tu voulais dire par rapport à est-ce que ça serait pas bien de commencer à engranger des victoires. Ben, tant qu'à y être. Je suis assez d'accord avec toi. Là. Je pense que pour le développement, moi, je trouve que ça vaut la peine. Quoi qu'on en dise, là, même si Simon, tu m'as appris je ne sais pas combien de fois qu'il fallait dire qu'entre saisons, ça se réinitialisait tout ça puis qu'on ne devait pas se concentrer sur le moral des joueurs. Les joueurs doivent quand même apprendre à gagner malgré tout. Ben, ne serait-ce que bien joué. Le petit serpent d'amour, peut-être que là, quand le Canadien va gagner, il va être un petit peu moins... les écailles vont retrousser un peu moins. Là. Maintenant qu'il a dit ça, il vient de se peinturer dans le coin. Là. Value pick. Moi, quand le Canadien va gagner, puis que le serpent va être de mauvais poils, je vais dire value pick. OK, on va faire une affaire. OK, je vais te l'exprimer clairement. Si ils sont pour finir, s'ils ne sont pas pour avoir un choix, mettons, top 3 ou top 4, là, je vais aller à top 4, là, parce que je préfère de beaucoup Michael Misa à Porter Martone, mais peut-être que le Canadien préférait Porter Martone à cause de son physique. En tout cas, tant qu'à avoir le choix 5, j'aime autant avoir le choix 9 ou 10. Mais alors, le top 4, ça va. Pardon? Top 4, ça va. Ça va. Préférablement top 2, mais top 4, ça va. Après ça, à partir de 5, pour moi, c'est moins important d'avoir le 5 ou le 9 ou le 10. Bon. Donc, tu es en train de me dire que c'est très différent du repêchage de 2024. Oui. Là où il y a eu dans l'ordre, évidemment, Celebrini, Seneke, Levchunov 2, 4, j'ai déjà oublié. Lindstrom 4. Lindstrom et Demidov 5. Fait que ça n'arrivera pas, ça. Ils ont glissé. Sam Dickinson est sorti, quoi, 11, 12? Tu sais, il a glissé, Sam Dickinson. Est-ce qu'il aurait été un value pick à 5? Oui. Oui. Même à 5, je te dirais, Sam Dickinson à 5, pour le moment, je te dirais, oui. C'est le choix. C'était le choix à faire, mettons, à 5. Je le prendrais à 5, donc c'est pas ça cette année. Oui, je le prendrais à 5. Il n'y en a pas de Dickinson là à 5, là. Pas au mois de décembre. Peut-être, comme je t'ai dit, regarde l'année passée, Beckett Seneca, au mois de décembre, on n'en parlait pas. Ouais. Puis après les fêtes, il a monté comme une fusée. Mais alors, pour ça que c'est de bonheur un peu, mais je vois quand même, tu sais, il y a beaucoup de late cette année. Puis ça c'est mentise. Les fameux late, il y en a énormément dans les meilleurs joueurs. Là, il y a Frondel que je vais regarder de près. C'est juste un tournoi junior A.
mais c'est quand même une patinoire nord-américaine, un style de jeu nord-américain. J'aime voir les Suédois. Et l'équipe des Suédois, ce sont tous des gars nés en 2007 qui viennent ici. Donc, une équipe qui est plus jeune que les adversaires. Alors, j'ai très, très hâte de voir Frundell dans la prochaine semaine pour la Suède, parce que là, je vais pouvoir me faire une tête dans un contexte nord-américain. C'est un gars que j'aime bien. Tu sais, c'est un gars que je pourrais dire peut-être dans 2-3 mois, ah ben Frundell, finalement, on l'ajoute au top 5. Tu sais, fait que je veux pas avoir l'air pessimiste là, au mois de décembre. Disons que le Canadien repêche Frundell, tu le verrais où dans l'échiquier du Canadien dans les prochaines années? Ben, tu sais que moi, les attaquants, j'aime les classer d'un à 6, pas nécessairement premier trio, premier centre, premier ailier. Je dis que Frundell aurait un potentiel pour être peut-être le deuxième ou troisième meilleur attaquant du CH. Hein? Peut-être. Devant Suzuki, devant Caulfield, donc. Oui, mais ça a toujours été le plan, ça, d'avoir Caulfield. Non, mais je te parle de Frundell en particulier, là. Oui. C'est meilleur que ces deux-là. Ouais, mais c'est pas Demidov. Je peux pas dire encore que c'est Slav. C'est pas mal, donc. Oui, mais pour le moment, on parle de potentiel. Peut-être que, regarde, la semaine prochaine, le tournoi va être fini. Ouais. On va en reparler de Frundell. Je vais te dire ce que j'ai pensé. C'est sûr que c'est pas long, un tournoi d'une semaine. On peut pas se faire une idée là-dessus. Mais on était à l'époque là, où les listes, les classements, les analyses, ça fluctue. Ça fluctue comme la bourse. Mais toi, tu as un gros crush sur Carter Bear. Est-ce que Frundell est en avant sur ta liste que lui? T'es en avant sur la liste? Je n'ai pas fait de classement encore. En ce Parce moment, que Carter Bear, là, c'est un gars là, que à tous les jours, je l'aime de plus en plus. Mais donc, c'est un cinquième choix. Pourquoi tu le prends pas là? Ben, c'est ça. Si le Canadien avait le cinquième choix, j'y penserais à Carter Bear. Bon. J'y penserais sérieusement. OK. Ben merci. Écoute, c'est bien. Ça fait un bon tour. Puis là, si tu veux, on va aller dans un territoire peut-être moins agréable pour toi. OK. Mais tu es habitué, tu es capable d'en prendre. Ah oui. Owen Beck. Oui. Va très bien à Laval. Et tu sais, s'il y avait 22, 23 ans, je te dirais pas la même chose. Il s'approche du point par match, mais non seulement ça, il joue du bon hockey. En ce moment, c'est un joueur d'impact à Laval à 20 ans. Est-ce que il y a un moment donné où tu vas réviser, puis j'ai l'impression de te poser la question chaque semaine, mais il continue à progresser. Ouais. Pourrais-tu éventuellement réviser tes prévisions à la hausse un peu? Bon, tu sais que ma prévision était 4e trio. Mais compte tenu de ce qu'il fait là, à Laval. Là. Comme tu le sais, Mathias, saison de 20 ans, première saison de 20 ans dans la Ligue américaine pour un attaquant, pour moi, elle est super importante. Ouais. Je ne dis pas que ça passe ou ça casse pour tout le monde. On l'a vu avec un gars comme Jonathan Marchessault, mais Jonathan Marchessault, c'est une exception. Alors, en général, la saison de 20 ans d'un joueur, il est mieux de performer parce que sinon, je pense que son stock baisse énormément. Ouais. Bon. Ceci étant dit, moi, je vais réviser mes positions à la hausse ou à la baisse, ou je vais les garder les mêmes, à la fin de l'année. Je ne peux pas faire des analyses, surtout avant les fêtes, sur des gars qui ont joué 23 matchs. Après le temps des fêtes, le hockey devient un petit peu plus intense, un petit peu plus serré. Mais ce que j'ai vu à date, son total de points est supérieur à ce que je croyais qu'il obtiendrait. Ouais. Cependant, je ne peux pas dire qu'il me démontre les qualités offensives nécessaires pour être un joueur top 9 dans la LNH. Ça, je ne l'ai pas vu encore. La marche est haute entre les deux et je ne l'ai pas vu encore, mais il démontre de plus en plus qu'il y a des très grosses chances de devenir un régulier dans la Ligue nationale de hockey. Et ça, c'est bien parce que c'est un choix de début de deuxième ronde. Qu'est-ce que tu veux d'un choix de début de deuxième ronde? Tu veux un gars qui joue dans la NHL. Mais tu vois, un gars comme Poehling, là, qui est devenu ce que tu penses. Tu le vois un peu là où est Poehling. Mais Poehling, à 20 ans, il n'y avait pas cet impact-là non plus à Laval. Là. Ben, Poehling, si je me rappelle bien, à 20 ans, il joue encore à l'université. Donc, Beck est en avance. Voilà. Par contre, à l'université, il y avait beaucoup de chances de marquer. Il y en a beaucoup qui s'enthousiasmaient. Tu te souviens, championnat junior, il était le joueur le plus vieux du tournoi, mais il avait gagné le meilleur attaquant au championnat junior.
Donc, à 21, 22 ans, il ne dominait pas comme Beck à 20 ans. Non. Non. As-tu déjà vu des gars avoir une super saison à 20 ans dans la Ligue américaine, puis après que ça s'est... la chaîne a débarqué? Ben, As-tu des exemples? Je te dirais comme ça, là, tu me demandes ça à brûle Ouais. pour point. Je te dirais qu'habituellement, les gars qui cartonnent dans la Ligue américaine à 20 ans, ils sont rapidement rappelés dans la LNH et ils finissent même pas l'année. OK. Alors, on peut remonter très loin. On peut montrer à Ryan Getzlaf, exemple. On peut y aller avec n'importe quel joueur. Cole Caulfield qui est allé quelques matchs. Tu sais, ces gars-là, habituellement, quand ils cartonnent, on les rappelle. En ce moment, Owen Beck, il n'est quand même pas au niveau de star dans la Ligue américaine. C'est pas Non. un rappel automatique parce que tu dis « Wow, hey, il joue, c'est incroyable, il a 30 points en 23 matchs, etc., etc. » C'est quand même il y a quand même moins d'un point par match. Et sa fonction future à Montréal, je ne crois pas que les dirigeants du Canadien le voient comme un joueur qui va remplir le filet non plus. On parle souvent de Dano. Je serais curieux de... Pag, irais-tu voir Dano sa première année à Rockford? Oui. Au sein du club école des Blackhawks. Choix de fin de premier tour aussi. Là, c'est un peu dans les eaux de Beck. Ouais. Je serais curieux de savoir, parce que lui, c'est l'exemple, mais en même temps, c'est presque une exception qui confirme la règle, lui, la carrière qu'il a eue après son... tu sais, même Ouais, Chicago a abandonné, là. Oui, c'est ça, Mathias. Pendant que Pag là, fait ses recherches, je te dirais que trop souvent, lorsqu'on émet une théorie, si on peut appeler ça comme ça, il y a toujours quelqu'un pour nous arriver avec un cas d'exception. C'est drôle, Dano, il s'est promené en Titi. Ouais, oui. Ouais. Ben oui. Il a fait les Tigres, ensuite il est allé aux Ice Hogs, il est retourné aux Tigres, il est allé avec les Wildcats, il est retourné avec les Ice Hogs. Mais sa première année complète dans la Ligue américaine, Oui, Sa avec première... Ouais, donc c'était en 2013-2014, il a joué 72 matchs, il a eu 6 buts, 20 passes pour 26 points. oui, c'est faible. Oui. C'est faible à 20 ans dans la Ligue américaine. Il y en a beaucoup qui avaient abandonné dans son cas. Puis sa deuxième saison, Oui, deuxième saison. 13 buts, 25 passes, 38 points. Ouah. Fait que, parce qu'on évoque souvent le nom, tu es conscient, Simon, qu'on parle de Beck, puis les gens vont rêver un peu, ils vont évoquer Philippe Dano. Oui, puis peut-être que Dano, s'il était resté dans l'organisation des Blackhawks, il n'aurait jamais éclos. Ouais. Tu sais, il a quand même été dans une situation, Dano, qui l'a favorisé. Ouais. Il a été il a vraiment, vraiment bien cadré avec qui il jouait déjà Pacioretty et Ah, il jouait avec Gallagher et Tatar. Gallagher et Tatar, c'est ça. C'est ça, c'est Bon. Dernier qui joue avec Pacioretty. Bon. Alors, vois-tu, l'affaire, c'est qu'il faut arrêter de regarder l'exception puis de rêver avec les exceptions. Personnellement, j'aime mieux toujours jouer les probabilités dans mes attentes. Et si mes attentes sont dépassées, tant mieux. Alors là, commencer puis à dire, parce que, tu sais, sinon, moi, je peux mettre là-dessus demain matin, puis des cas comme Philippe Dano qui n'ont pas percé, je vais manquer de papier dans l'imprimante C'est pour sûr. imprimer. Mais T'sais. au moins au début de l'année, tu te disais, garde, ça c'est quatrième trio assuré. Et là, au moins, il y a une ouverture où tu te dis, peut-être qu'à la fin de l'année, je vais être prêt à réviser mes positions. Il surperforme quand même par rapport à tes attentes. Peut-être, Mathias, que Winbeck, ça peut s'avérer ça n'existe pas, là. C'est comme un demi-étage dans un building, ça n'existe pas, mais peut-être ça va être un troisième trio et demi. Un Autrement autre dit, gadget, Gaillard- le Canadien va être plein de gadgets. Troisième et demi, ouais. Est bonne, tu sais. Comme Jake Comme je te Evans. dis- Jake Evans, c'est un 3,5. Oui, Jake Evans, c'est un 3,5 en plein ça. OK. En plein ça. C'est pas un solide top 9 de club champion, mais c'est un gars qui est supérieur à la plupart, à la majorité des joueurs de quatrième trio dans la LNH. Bon. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Alors, on passe au deuxième bloc. Pag, à toi le micro. Oui, j'aimerais vous dire que ubet.io, c'est où tu obtiens les meilleures cotes sur la Ligue nationale. Bon, on va parler des cotes des Blackhawks de Chicago qui ont congédié Luke Richardson. Ça ressemblait à mon titre, d'ailleurs, là-dessus, parlait de l'agneau sacrifié.
Je me demande où ça s'en va, ces Blackhawks-là, avec t'as un entraîneur qui se démenait comme un diable dans l'eau bénite, avec, écoute, 2 jeunes en formation. Tu avais Alex Vlasic, un défenseur défensif très efficace, Connor Bedard, et là, tu as tout ce paquet de jeunes-là des dernières années. Tu ne veux pas précipiter leur entrée dans la Ligue nationale, mais écoute, ils sont quand même pas mal tous dans des rangs mineurs. S'en va-tu chez Liard, cette reconstruction-là? Ce qui a été surprenant dans le congédiement de l'entraîneur, c'est qu'habituellement, une équipe, parfois, va sacrifier un entraîneur pendant une reconstruction et on va le congédier au moment où on est prêt à gagner et qu'on veut aller chercher peut-être un entraîneur plus aguerri. On se souvient que Toronto l'avait fait quand ils étaient allés chercher Mike Babcock, alors qu'eux se sentaient prêts à commencer à gagner. Et là, on repêche un entraîneur à qui, finalement, on n'a pas donné grand munition. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons derrière le congédiement? On ne le sait pas. Mais du côté alignement, bon, tu mentionnes les jeunes. Bon, là, il y a Kevin Korchinski qui a été rappelé aujourd'hui, le défenseur, qui jouait dans la Ligue américaine. On fait également jouer Nolan Allen, repêché un rang après Logan Mayou en 2021, qui joue à la défense comme 6e défenseur, qui est vraiment, vraiment un joueur marginal. Et il y a Lukas Reichel, l'Allemand, qui avait été repêché au 16e rang par Chicago l'année de Tim Stützle et J.J. Peterka. Les 3 jouaient d'ailleurs ensemble au championnat junior. Reichel, après des débuts prometteurs, c'est vraiment, vraiment décevant. Il ne met pas les efforts nécessaires pour s'améliorer. Et je pense qu'éventuellement, il ne fera pas partie des plans des Hawks. Et le deuxième meilleur jeune, après Connor Bedard, je te dirais, c'est le défenseur Alex Vlasic, qui vient de signer une longue prolongation de contrat, 23 ans. C'est un joueur, d'après moi, d'impact, sans nécessairement être un joueur, le premier ou le deuxième meilleur défenseur des Blackhawks dans le futur. Alors, on parle d'un joueur d'impact dans le sens que, pour moi, c'est un solide joueur de deuxième paire. Alors, à date, c'est mince. L'équipe, finalement, c'est que, tu sais, des fois, on parle de signer des vétérans. On dit tout le temps ça. Tu dois signer des vétérans pour t'embaucher les jeunes, pour encadrer les jeunes. Chicago l'a fait. Taylor Hall, Tyler Bertuzzi, Teuvo Teravainen, Nick Foligno, Jason Dickinson, Ilya Mikheyev, TJ Brody, Alec Martinez. On a gardé Seth Jones. On a gardé Connor Murphy. Il y en a, là. Ils sont 15 pour un jeune. Pardon? Ils sont 15 pour un jeune. Oui. Il est encadré pas à peu près, là. C'est ça. Mais là, le problème, c'est que ce sont tous des gars qui jouent 14-15 minutes par match. Il n'y a personne qui se démarque. Ils sont tous pas très bons. Quand tu y penses. Puis, tu regardes jouer Chicago, puis écoute, on dirait que c'est un club, tu sais, un genre de club d'expansion d'antan, là, où tu ramassais à peu près tous les vétérans dont personne ne veut, tu mets ça ensemble, puis tu finis à queue. Alors, est-ce que c'est le plan de Carl Davidson, le directeur gérant, encore de finir dernier pendant 1 an ou 2 ou 3, puis essayer d'aller chercher Schaefer, McKenna, Lendut Dupont, etc., ou est-ce que carrément, lui croyait qu'en ayant ce groupe-là de vétérans qui améliorait l'équipe. Tu sais, San Jose a fait la même chose. San Jose est allé chercher des vétérans cet été, mais je trouve que les choix de Mike Grier ont été beaucoup plus judicieux que ceux de Carl Davidson. Et par contre, on parle de 2 clubs qui semblent avoir le même plan. Alors, puis à Chicago, on a surpayé en plus de ça. Ces joueurs-là, il y a des joueurs à 3, 4, 5 millions là-dedans qui ne valent pas plus qu'un contrat de salaire minimum. Je comprends qu'il y a un plafond il y a un plancher salarial à atteindre, mais quand même, dans les buts, c'est pas fort. L'explication de Davidson pour justifier le congédiement de Richardson, justement, c'était que l'équipe ne progressait pas au classement. Bizarre. Oui, mais il pensait vraiment progresser en signant Teravainen. Peut-être que ce qui arrive, c'est qu'un gars comme Bédard, qui est très en deçà d'un point par match cette année, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un point par match, peut-être qu'on n'est pas satisfait de la façon dont l'entraîneur a géré l'encadrement de Bédard. Mais moi, Connor Bedard, ce que je vois de lui depuis le début de l'année, je vois un gars qui a des mains en or, qui a un arsenal de tir formidable, on le savait déjà, mais je ne vois pas un gars nécessairement qui a ni la vitesse nécessaire et ni
l'ensemble de son jeu nécessaire pour être un joueur de centre générationnel qui va traîner une équipe sur ses épaules. Ben écoute, on en parlait cet après-midi au téléphone en préparant l'émission. Puis tu sais comment j'étais pas un fan de Michkov pour plein de raisons, pour son attitude sur glace, hors glace en KHL. Puis là, aujourd'hui, on peut presque se demander, puis je sais que c'est très tôt dans la carrière de tout le monde, est-ce que Michkov a des chances de devenir meilleur que Bédard? Je fais juste poser la question, là. Ben c'est ça. Écoute, avant la COVID et la guerre en Ukraine, il y a eu des tournois où les deux se sont affrontés. Et puis, à ce moment-là, tous les observateurs s'entendaient à dire que c'était nez à nez. C'était deux joueurs qui n'avaient pas un physique imposant. C'était deux joueurs qui avaient des mains en or. Et c'était deux joueurs qui n'avaient pas nécessairement le coup de patin là, top. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qu'on pouvait comparer entre les deux joueurs. Et puis, je ne sais pas comment ça se serait dessiné si Michkov avait pu participer au championnat junior et qu'il avait cartonné autant que Bédard à l'époque. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Parce que dans ce temps-là, je me souviens, on parlait, c'était Bédard 1, Michkov 2, avec possibilité que Michkov dépasse Bédard. Ouais. Et là, il est arrivé d'autres choses. Il y a eu des rumeurs qui ont sorti sur son comportement. Et puis, il y avait son contrat aussi qui faisait peur à Michkov jusqu'en 2026. Exact. Et il y a 6 équipes qui l'ont laissé passer. Et moi-même, je me disais, Brière, il s'en va où? Tu sais, c'est un gars, comme je te dis, qui me faisait peur. Même si tu te rappelles de nos premières conversations, je l'aimais comme joueur. Puis après, quand j'ai reçu toutes ces infos-là, j'étais comme pas touche. Il faut que tu fasses attention à ces infos-là. Tu sais, un jeune de 17 ans qui barbe un peu ses coéquipiers ou tout. Mais je veux juste préciser... J'ai tendance à prendre une chance avec ce genre de joueur-là. Je veux quand même préciser que c'était des infos et des sources de premier ordre, là. C'était à l'interne. Et d'ailleurs, en plus, le père de Bobrov travaillait pour l'équipe qui a prêté Michkov. Et moi, les infos, c'est des gens qui étaient dans le cercle immédiat à l'interne, là, qui m'ont dit ça. Et c'était vrai aussi. Oui, je le crois. Je le crois que c'était vrai. Mais moi, un jeune de 17 ans qui est un peu baveux avec ses coéquipiers, tu sais, je te disais tout le temps, il va arriver dans la Ligue nationale, les vétérans vont dire « Hey, le jeune, là, assis-toi. Ouais. » Il y a eu Tortorella qui l'a mis dans les estrades. Et c'est là que Michkov est redevenu de plus en plus fort. Mais moi, j'ai une question à te poser, Mathias, si tu es au courant. Il y a beaucoup, là, en fin de semaine, là, pour essayer de calmer la rage des partisans du Canadien, parce que ça commence là, avec les buts que Michkov compte. Il y en a beaucoup qui disent sur les différents réseaux sociaux que Michkov ne voulait pas jouer pour certaines équipes, incluant Montréal. Ouais. J'ai pas cette info. Donc, ça peut être fondé comme ça peut ne pas l'être. Ça peut l'être. Je sais que ça avait circulé comme rumeur qui ciblait les équipes qu'il voulait rencontrer, qui était peut-être pas fin avec certaines équipes, mais moi, je peux pas te le confirmer. Mais je peux te confirmer que le Canadien... Puis c'est pas je le répète, là, il n'y a pas eu d'hésitation parce qu'on voulait le défenseur droitier au détriment de l'attaquant. On ne voulait pas, on avait peur de tous ces drapeaux rouges-là dans le cas de Michkov, là. C'était pas un David Fischer versus... puis là, je ne suis pas en train de comparer les joueurs, mais rappelle-toi, en 2006, on hésitait entre Fischer et Giroux, puis on a pris le défenseur pour des besoins organisationnels. Ouais. Alors que dans ce cas-là, le meilleur joueur disponible, compte tenu des drapeaux rouges et tout ça pour le Canadien, c'était Reinbacher. Le pauvre est blessé, ne peut pas se faire justice. Fait qu'on peut-tu attendre au moins qu'il retourne sur la glace avant de taper dessus? Oui. Pour revenir sur Chicago, on s'est éloigné un peu, mais ils ont bon. accumulé beaucoup d'actifs. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ces actifs-là? Ben là, tu commences à faire un échiquier et là, un organigramme, si on peut dire. Puis moi, j'aime bien le caser là, les joueurs attaquants numéro 1, attaquant numéro 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Défenseur 1, défenseur 2, défenseur 3, défenseur 4. Bon. Là, je regarde qu'est-ce qui s'en vient. Alors, on peut prendre pour acquis que Bédard, évidemment, va être dans les 6 meilleurs attaquants des Blackhawks. Bon, certainement les 3 meilleurs attaquants des Blackhawks. Là. Et Vlasic, je t'avais dit, je le verrais, moi, comme un défenseur numéro 3.
ou 4 au sein d'une grosse équipe. Alors là, il y a des trous. Il y a un paquet de trous. Est-ce que Korchinski peut être mieux qu'un 3 ou un 4? Pas sûr. Pas sûr. Alors, on a encore les trous à 1 et 2. Levchunov? Bon, c'est là que je m'en vais. Où est-ce que ça peut être comblé? Levchunov, d'après moi, peut être un 2. Il a le potentiel pour être un 2. Alors, il y a encore le trou du numéro 1. Est-ce que ça va être Matthew Schaefer? Et il y a un joueur que j'aime beaucoup, qui est à l'université en ce moment, Sam Rinzel, défenseur de 6 pieds 4, qui s'améliore constamment. Il ne faut pas oublier. Et moi, je crois qu'il pourrait faire partie du groupe des 6 défenseurs des Blackhawks, mais pas dans le top 2. Okay. Donc, il y a un trou, là. Il y a certainement un gros trou, mais la brigade défensive s'annonce quand même intéressante. Et il y a Seth Jones, n'oublie pas, qui est sous contrat pour encore 2 millions d'années. Et lui... 2,3 millions. Oui. Il joue 25-26 minutes par match. Ouais. Écoute, c'est beaucoup trop. Je comprends qu'on n'a pas le choix. Mais éventuellement, Seth Jones, alors qu'il approche la trentaine, éventuellement va avoir un rôle peut-être, tu sais, je ne sais pas, peut-être qu'un Schaefer, exemple, pourrait jouer avec un Jones l'année prochaine, quelque chose de ce genre-là. Donc, la brigade défensive de Chicago, j'aimerais voir un autre élément, le plus spectaculaire que Levchunov ou Korchinski ou Vlasic s'ajouter. Mais la brigade défensive, c'est pas si mal. À l'attaque, c'est moins intéressant. Alors, on a Bédard et quoi? McKenna? Oui. Ouais, c'est ça. Mais avec ce qu'on a déjà, bon, le meilleur espoir, d'après moi, en ce moment, c'est Frank Nazar. Ouais. Es-tu surpris d'ailleurs qu'il n'a pas été rappelé avant? Je sais qu'on rappelle selon les besoins, là, mais on s'attendait à ce qu'il soit rappelé rapidement, là, avec ses contenus. Peut-être que la stratégie, parce que c'en est un, ça, qui va très bien à sa première année de 20 ans dans la Ligue américaine. Ouais. Moi, je crois que peut-être qu'on veut le laisser en bas pour qu'il acquiert plus d'expérience, qu'il travaille des facettes de son jeu, et éventuellement, on va le rappeler d'ici la fin de la saison. Mais pour le moment, je pense qu'on ne veut pas jouer au yo-yo avec lui. Sauf que là, on a rappelé Korchinski. Est-ce que Nazar est le prochain? C'est pas impossible. Ensuite, dans les autres joueurs, Sacha Boisvert, évidemment, que moi, je vois dans un top 9. Je ne peux pas te donner encore le numéro, je le vois, c'est-tu l'attaquant numéro 5, numéro 6, numéro 7, je ne sais pas, mais je vois dans un top 9. Alors, à date, là, dans ton top 9, tu as Bédard, Frank Nazar et Sacha Boisvert. Le reste, là, on est dans spéculation. Un joueur que j'aime bien, Nick Lardis, qui joue dans le junior en ce moment, un but par match à 19 ans. Lui, là, c'est sa saison de 19 ans, on va attendre. Mais il patine comme le vent et c'est un marqueur. Il s'en vient dans la Ligue américaine l'année prochaine. Ouais. John Mustard, que je suis allé voir 2 matchs au Vermont pour l'Université Providence. Coup de patin également. Je pense que Davidson, il veut chercher des joueurs rapides. C'est un gars, par contre, il essaye de faire beaucoup de jeux, mais je ne pense pas qu'il a les mains pour les compléter. Mais encore là, c'est un possible top 9. Le fameux Oliver Moore, qui a été repêché 19e avec le choix de Tampa Bay, obtenu en échange, je crois, pour Brandon Eagle, là, si je ne me trompe pas. Lui, Oliver Moore, pour moi, c'est vraiment un plafond, mais je dis un plafond de 3e trio. Fait qu'il y a vraiment des gros trous. Peut-être que l'entraîneur qu'on a nommé, le premier Suédois de l'histoire, justement, il dirigeait les jeunes à Rockford. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a amené, parce qu'il connaît bien les jeunes qui allaient bien là-bas, là. Ben, le fait qu'on ait rappelé Korchinski, ça veut peut-être tout dire. Peut-être que là, en ce moment, on va commencer à intégrer les jeunes tranquillement, pas vite. C'est un peu comme dans une recette, là, tu fais de gâteau, là, tu mélanges avec ton malaxeur, puis tu en mets un petit, un peu de ça, un peu de ça. Puis peut-être que tranquillement, pas vite, on est en train de créer la pâte à gâteau. C'est peut-être ça le point, l'aspect le plus intéressant des pays. On était sympathique, on le trouvait sympathique, Richardson, il a été bon pour le Canadien. Mais c'est peut-être ça l'élément important à Chicago, c'est qu'on amène le coach de la Ligue américaine pour intégrer graduellement les jeunes, parce que là, c'est assez. Puis si on compare les gardiens de but maintenant des Hawks avec celles des autres reconstructions, c'est notre Mount Rushmore des reconstructions, là, Montréal, Anaheim, Chicago, San Jose. Évidemment qu'il n'y a pas d'Askarov à Chicago, il n'y a pas de Jacob Fowler à Chicago, même si Fowler, peut-être qu'on juge un peu trop vite, mais quand même, là. De beaucoup supérieur à Adam Gajan et Drew Commesso, qui sont les 2 gardiens supposément d'avenir à Chicago. Et à Anaheim, on a déjà Dostal, qui est bien, qui est déjà établi.
Ouais. avec John Gibson comme monnaie d'échange ou en fait comme substitut. À Chicago, là, Peter Mrazek, Laurent Brossoit, Soderblom n'est pas si mal, mais on est vraiment, vraiment loin là, de la coupe aux lèvres dans le cas des Blackhawks. Si tu permets, Mathias, avant de terminer le segment, j'aimerais faire une petite mention sur, vu qu'on est dans les équipes de reconstruction, l'échange de San Jose lundi qui a eu lieu. San Jose, Mike Greer obtient pour un choix de 6e ronde à 2023 Mackenzie Blackwood l'année passée. Et puis aujourd'hui, il l'échange en compagnie de Giovanni Smith, un joueur de la Ligue américaine, et un choix de 5e ronde. Et il obtient en retour le gardien de Georgiev là, qui vient simplement boucher un trou d'ici la fin de l'année. Mais surtout, il va chercher le fils d'Andrei Kovalenko, Nicolas Kovalenko, qui, d'après moi, est un genre de joueur à la Mike Greer. Si tu te souviens comment Mike Greer était, un joueur qui a beaucoup, beaucoup de caractère, qui est capable de déranger énormément. Et au Colorado, ça me surprend qu'on ait échangé un joueur comme ça. C'est un joueur de bas de formation qui brasse la cage et puis qui peut faire peut-être une dizaine de buts par année. Et on va chercher un choix de 2e ronde en 2026 qui éventuellement pourrait peut-être être utilisé pour renforcer l'équipe en 2026 quand San Jose va progresser. Alors pour moi, gestion des actifs 101, Mike Greer a plus là-dessus. Pour Colorado, je peux comprendre, Blackwood a été fumant depuis le début de l'année. La question est de savoir s'il va être capable de prendre la pression au Colorado parce qu'au New Jersey, ça a été difficile à gérer, mais cette année à San Jose, il a volé des matchs. Et en même temps, peut-être qu'en échangeant Blackwood, San Jose, les gardiens vont voler moins de matchs et ils vont se retrouver plus bas au classement. Qu'est-ce qu'on fait avec Askarov? Est-ce qu'on le rappelle? Je ne sais pas. On a Georgiev et Vanecek, 2 agents libres à la fin de l'année. Peut-être qu'un des deux va partir à la date limite des transactions. Peut-être qu'on va en garder un des deux pour être adjoint d'Askarov l'an prochain. Et ou on va prendre Askarov l'an prochain et l'été prochain, on va signer un joueur autonome. Peut-être Mackenzie Blackwood qui reviendrait. Garde-moi le petit sourire de notre bonhomme de bas de classement. Il a souri au moment où il a dit les Sharks vont peut-être couler parce que Blackwood est parti. Mais écoute, ça s'invente pas. Moi, les gars, j'y vois peut-être une espèce de... Souvenez-vous, les Golden Knights sont allés chercher Aiden Hill aux Sharks avant de remporter la Coupe Stanley. Pensez-vous que l'Avalanche pourrait faire de même? On ne sait jamais. Puis c'est le 2e gardien qu'ils viennent d'obtenir récemment. Fait que c'est jamais. Blackwood, cette année, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, mais il faut quand même le dire, il était bombardé, mais il jouait sans pression. Alors, on va voir. Colorado, ça va très, très mal dans les buts depuis le début de l'année. Et Colorado, on le sait, c'est une équipe, c'est pas une équipe d'avenir, c'est une équipe de maintenant. Trust the process. Trust the process. Bon, on est rendu à notre 3e bloc et ton choix d'équipe est très intéressant. Parce que là, on s'attend à ce que ça soit une équipe de milieu de peloton, mais c'est une équipe de tête qui n'a pas été loin en série. Vas-y donc, mon ami. Au moment d'enregistrer, Washington est premier au classement général. Ils sont venus au Centre Bell il y a quelques jours. Et ça, c'est une équipe qui a été éliminée en première ronde l'an dernier. Et là, on croyait que c'était la fin des Caps de Washington et qu'ils devaient suivre, eux et les Penguins de Pittsburgh devaient suivre le chemin de la reconstruction au plus vite. Ouais. Et là, ils sont premiers. Alors, comment ils ont fait ça? Ben, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est un ensemble de choses qui se sont passées. Et je crois qu'à Washington, ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement la somme des parties, c'est le tout. C'est le mix vraiment que Washington a créé parmi les vétérans, parmi les jeunes joueurs. Ils ont des joueurs de tous les âges. Et ça donne une équipe qui est extrêmement cohérente et aussi qui est certainement motivée par la poursuite du record d'Ovechkin, qui a malheureusement été interrompu par la blessure. Mais Ovechkin n'est pas là, il continue à gagner. Niklas Backstrom n'est plus là, il continue à gagner. Et TJ Oshie, blessé, et il s'en va à la fin de l'année comme agent libre également. Et le tout, on fait ça avec des gardiens de but dont la masse salariale totale est de 1,9 million à eux deux. Charlie Lindgren et Logan Thompson. Fait que là, tu as 2 trucs, toi. Tu es content pour les gardiens qui ne coûtent pas cher.
Mais en même Oui. temps, c'est une équipe qui est en train de montrer que tu n'as pas besoin nécessairement de reconstruire complètement pour te relancer. Oh. Ben, OK. Tu sais, j'ai rien contre j'ai rien contre une relance, une réinitialisation sur le pouce, appelle ça comme tu voudras. Sauf que, pour moi, c'est toujours pas nécessairement l'exception qui confirme la règle, mais pour moi, c'est toujours quelque chose qui, tu sais, tous les plans que tu vas avoir, ils vont être risqués. Il y a peut-être des chances que ça ne marche pas. Mais moi, il y a des plans que je préfère à d'autres. Et ça, pour moi, c'est un plan qui a souvent été essayé par des équipes et qui n'a pas souvent fonctionné. Et là, ça fonctionne. Bon, la question est de savoir où est-ce que les Caps vont se rendre. S'ils ne sont pas éliminés en première ronde, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mais s'ils sont en finale de la Coupe Stanley ou même en corridors, ben chapeau à ce qu'ils ont fait. Corrige-moi si je me trompe. Puis, ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de succès longtemps, les Panthers ont fait ce type d'échange-là, Vegas. Est-ce que ça se pourrait? On voit ce que Capitals a fait. Va chercher un troisième au total déchu en Strome. Va chercher un troisième au total déchu en Dubois. Va chercher Chychrun, qui a été repêché 16, mais qu'on voyait beaucoup plus haut. Est-ce que ça se peut que ces équipes-là vont chercher volontairement des gars repêchés très haut et évitent de couler et se disent, nous, on prend le risque avec ces gars-là qui n'ont pas produit à leur juste valeur, on prend un raccourci. Mathias, tu sais, moi, j'aime les plans cohérents. Alors, j'aimerais savoir si c'était vraiment un plan de la part des Caps ou c'était simplement un travail de rafistolage pour éviter la cave. Tu sais, un peu comme on a fait à Pittsburgh, un peu comme d'autres équipes le font, Nashville. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que lorsque le directeur gérant s'est assis avec son équipe et peut-être le propriétaire, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Alors, est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce qui était prévu ou est-ce que c'est tout simplement un plan de rafistolage qui s'adonne à bien marcher? Ça, on ne le sait pas. Cependant, ça marche à date. Mais tu peux pas comparer à Nashville non plus, qui, eux, ont pris des vétérans un peu dans les dernières années de leur carrière. Eux, ils ont vraiment ciblé... Hein? Ça demande du rafistolage. Mais, tu sais, moi, je trouve ça différent à Washington parce qu'on a ciblé des gars quand même dans la force de l'âge, là, à 24-25 ans. Là. On a ciblé ces gars-là. Oui, mais vois-tu, là, les gars que tu as nommés, Strome, Dubois et Chychrun, tu sais, quand on parle de choix de première ronde déchus, si on peut dire, ouais. Il y a déchus et déchus. Tu sais, tu as des gars, des fois, là, vraiment, ça ne fonctionne pas. Ils font le tour des équipes, puis ils sont vraiment, vraiment pas bons. On ne peut pas dire que si les trois gars en question ont vraiment été pas bons. Ils ont simplement eu des mauvaises saisons à différents stades de leur carrière et Washington en a profité. On est allé chercher Dubois après la pire saison qu'il y avait en carrière et un contrat probablement dont Los Angeles voulait se débarrasser. Dylan Strome, il a eu une carrière en dents de scie. Il avait eu des très bons moments à Chicago. Mais à Chicago, on avait décidé que tout joueur de 19 ans et plus devait être échangé. T'sais, on l'a vu avec Doc, on l'a vu avec DeBrincat. Ils ont échangé à peu près tout le monde. Et Washington en a profité. Chychrun, je pense qu'à Ottawa, on avait peur de le perdre. L'autonomie approchait. T'sais, ils ont saisi, d'après moi, les opportunités pour aller chercher justement ce genre de joueur-là qui était devenu sous-évalué pour diverses raisons par l'équipe en question. Une autre chose aussi qu'on a faite, on a quand même ajouté quelques jeunes à ce mix-là qui sont très intéressants. On parle d'Alexis Protas, on parle de Connor McMichael, on parle d'Hendrix Lapierre, même s'il n'y a pas de but, là, c'est quand même un joueur régulier là, qui a été choisi 22e. Ivan Miroshnichenko, qui vient de commencer, qui est un beau talent. Martin Ferrer-Harvey à la défense. Et il y en a d'autres qui s'en viennent, comme le frère de Lane Hudson, Cole Hudson. Il y a Ryan Leonard qui s'en vient, choix 8e en 2023. Tariq Parasak, choix de première ronde. Et Ilya Protas, le frère de l'autre, 6 pieds 5. Alors, tu sais, je ne sais pas si Washington va devenir une puissance,
à long terme. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont assuré la viabilité de l'équipe là, pendant plusieurs années, contrairement aux Penguins de Pittsburgh qui se dirigent nettement vers le sous-sol du classement. Bon, écoute, c'est quand même bien, mais je sens que tu leur donnes pas tout le mérite qui revient et c'est correct qu'on leur donne du temps, mais tu vas me faire une promesse. Oui. Si d'ici 2 ans, ils atteignent le carré d'as, soit en 2025, soit en 2026, tu vas faire les antiquaires de la rue Wellington et tu me ramènes une lampe magique et tu la frottes et tu dis bravo, la direction des Capitals de Washington, ça a été des génies. On fait ça? Es-tu prêt à relever ce défi-là? Oui. Mais je leur souhaite pas du mal aux Capitals. Non, je sais. Mais tu nous apportes ici à Processus une lampe magique. Oui. Ben oui. Mais les gars, où la différence, mettons, fondamentale? Puis là, il y en a plein, là, vous allez me dire, mais le Canadien essaie pas de faire un peu la même chose en allant chercher, disons, Dach, Laine, Newhook. C'est pas un peu le même genre de haut choix au repêchage qu'on essaie de rassembler ensemble puis de mieux réussir un alignement? Est-ce que où la différence? Bien, la différence, non. Ça, le modus operandi est le même. Cependant, la différence, c'est que le Canadien n'a pas d'Ovechkin. Tu sais, genre, des Ovechkin, il y en a juste un, là. Je veux dire, un gars de 39 ans là, qui compte encore. Il n'y a pas vraiment de John Carlson, un vétéran défenseur qui a déjà été un joueur étoile. Tu sais, c'est pas la même construction d'alignement qu'à Montréal. Mais l'idée de Dach, Newhook, Laine, oui, ça peut ressembler à Strome, Chychrun et qui est l'autre, Dubois, tu sais. Ouais. Mais par contre, regarde le contrat de Dubois. Je pense pas que c'est un handicap que le Canadien aurait voulu prendre parce que Dubois, il n'y a aucune garantie qui va surperformer ou à tout le moins qui va performer à la hauteur de ce contrat-là jusqu'en 2031. T'sais, ils ont beaucoup de joueurs qui sont signés pour longtemps, puis Dubois est un de ceux-là. Puis, je pense pas que le Canadien voulait faire un truc comme ça. Et il y a une personne qu'on n'a pas nommée encore, mais qu'on connaît. Et Pierre-Luc Dubois, quand je suis allé chez lui à Washington pour faire une entrevue à la fin août, il a parlé du coach Spencer Carbery, comme quoi, dès le premier contact, leur premier meeting, il s'est senti apprécié. Il a adoré ce coach-là. Il faut lui donner du crédit à ce gars-là. Il est fait marcher. Bien, connaissant le processus de vote là, pour les entraîneurs de l'année, si Washington continue dans la même veine, c'est probablement lui qui va gagner le trophée Jack Adams. Ouais. Écoute, par affection pour lui, je lui souhaite de ne pas le gagner parce que ça porte malheur. Il va être congédié d'ici 2 ans. Une dernière chose sur Washington, ce qui est intéressant, c'est que malgré les longs contrats qu'ils ont donnés, ils vont avoir beaucoup de marge de manœuvre sur le plafond salarial. Ouais. Donc, ça va être très facile pour eux de re-signer les jeunes et d'ajouter, peut-être d'aller chercher encore des joueurs dans des transactions. Donc, pour le moment, ça augure très, très bien. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe? Je ne sais pas. Mais ça augure pas mal mieux qu'à Pittsburgh. Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Bon, on est rendu aux questions, Simon. On va commencer avec HSD Prospect. Est-ce que le concept de reconstruction est un concept surévalué? Aucune équipe ne semble vraiment vouloir prendre 7-8 ans pour reconstruire et finit par accélérer le tout. D'autres équipes ont prouvé tout récemment qu'elles n'ont pas besoin de couler longtemps pour être compétitives. Écoute, ça revient exactement à ce qu'on parlait des Capitals de Washington et compagnie. Bien, c'est ça. HSD avait une question très, très, très longue là, que j'ai hésité. Oui, abrégé, oui, c'est ça. Et lui, il donnait comme exemple que Tampa Bay, finalement, c'est peut-être pas une vraie reconstruction parce que malgré le fait qu'il y a eu Stamkos, Edman, il reste quand même que les autres bons joueurs comme Vasilevski et compagnie, Nikita Kucherov, Braden Point, ont été ajoutés alors que le Lightning était devenu compétitif. Bon, là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas faire des cheveux en 4. Tu sais, si tu donnes des catégories de reconstruction, tu peux pas. Si tu parles de reconstruction, tu ne peux pas faire 14 sous-catégories non plus de reconstruction. Moi, je considère que Tampa Bay, avec Stamkos et Edman, ils sont allés chercher cette base-là au départ. Alors, d'après moi, eux, comme les Blackhawks de Chicago, tombent dans la catégorie des équipes qui ont vraiment fait une reconstruction. Où je suis d'accord avec M. HSD,
c'est que c'est vrai qu'il y a des équipes qui ne veulent pas attendre le 7-8 ans. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec les Sharks, les Blackhawks, le Canadien, les Ducks. Mais les Ducks sont déjà quand même assez loin. Là. C'est leur 7e année qu'ils vont rater les séries. Alors, eux, ils approchent vraiment là, du 7-8 ans. Il va falloir que ça décolle. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui ne veulent pas attendre. Et puis, à un moment donné, tout est bousillé. Tu regardes les Sabres de Buffalo qui sont en train de bousiller une 3e reconstruction. Moi, le seul principe, pour répondre à la question, est-ce que c'est surévalué? Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Je préfère rêver avec cette stratégie-là que de rêver à des miracles par des échanges ou des gardiens de but qui gardent les buts sur la tête. Et Simon, j'ai des gens de Détroit et d'Ottawa sur la 2. Hey les gars, il faut que je vous dise de quoi. C'est le meilleur exemple d'une reconstruction accélérée qui est en train de flopper. Mais là, peut-être qu'ils vont être chanceux, ils vont gagner la loterie et ils vont entamer la reconstruction 2.0. La question est de savoir, est-ce qu'ils vont garder l'icône Yzerman en poste? J'ai oublié de vous dire que sur ubet.io, les cotes sont disponibles à partir de 24 heures avant le début des matchs. C'est ce que tu voulais nous dire? Ben, je suis obligé de le dire. Un petit peu. Non, mais c'est juste que c'était court. Je me demandais s'il y avait d'autres choses. Tu vas arranger ça? Oui. Francis Larouche, quel est l'avantage d'échanger Logan Mailloux contre un choix de fin de premier tour? Il joue déjà mieux chez les pros que la majorité des choix de fin de premier tour de son année. Ben, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui a parlé de l'échanger contre un choix de fin de premier tour? Je ne savais pas, là, mais vas-y. Ben, c'est que nous, on parle souvent que ça serait une monnaie d'échange, tu sais, puis il y a probablement des trucs comme ça qui circulent un peu partout, mais moi, je le crois que ça serait la chose à faire. Pourquoi? Ben, tout simplement pour réinitialiser le choix de première ronde en question et essayer d'aller chercher un joueur meilleur que Mailloux. On dit qu'il performe déjà mieux chez les pros que la majorité des choix de fin de première ronde de son année. C'est tout à fait vrai. On a parlé de Nolan Allen, 32e choix, qui est déjà dans la LNH, mais qui est un joueur marginal de Chicago et qui va le demeurer. Mais il ne faut pas que tu te fies nécessairement à ce que Mailloux est en ce moment. Il faut que tu essaies de prévoir ce que Mailloux va être. Alors oui, il performe mieux que la majorité des joueurs choisis 31e, ça c'est vrai, mais est-ce que c'est nécessairement pour l'avenir le gars que tu veux garder? Alors moi, je réinitialiserais le premier choix. Si quelqu'un m'offrait, disons, le 30e choix pour Mailloux, pour cette raison-là, écoute, je le prendrais, mais si Logan Mailloux a meilleure réputation dans la Ligue nationale que je pense, ben peut-être qu'on peut obtenir davantage. Okay. Jérémy Tremblay a quand même une question qui m'intrigue, qui est intéressante. Oui. Lorsqu'on regarde l'âge des joueurs repêchés en 2024 dans la Ligue junior de l'Ouest, ils sont nés en 2009, comparativement à 2008 pour ceux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec maritime et de la Ligue junior de l'Ontario. Donc, le joueur qui est repêché dans la Ligue junior de l'Ouest doit nécessairement retourner dans un calibre inférieur à celle de la WHL pour une année avant de pouvoir jouer. Est-ce que le fait de repêcher un an plus tôt accentue la marge d'erreur pour les équipes de l'Ouest? Oui. La réponse pour accentuer la marge d'erreur, oui. Cependant, il y a beaucoup de joueurs qui ont été choisis premiers, qui sont devenus des excellents joueurs dans la WHL. On pense à Gavin McKenna, on pense à Caden Goulet, entre autres. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça accentue la marge d'erreur, mais c'est sûr que repêcher des joueurs à l'âge de 15 ans au lieu de 16, c'est qu'on repêche finalement des joueurs qui viennent de terminer leur bantam à l'âge de 14 ans. Alors qu'ici et en Ontario, on repêche des joueurs qui viennent de terminer leur première saison, midget 3 à 15. Bon. Pourquoi on fait ça? Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais c'est la façon de procéder. Et oui, ils sont obligés de retourner dans un calibre inférieur, à moins d'avoir été déclaré joueur exceptionnel, mais ça arrive rarement. Ouais. Et le joueur en question a le droit de jouer certains matchs, un certain nombre de matchs dans l'année. L'idée, c'est de ne pas nuire à son équipe midget 3A et ne pas nuire également à son travail scolaire. Alors, des fois, il y a des équipes, l'avantage, c'est qu'ils vont avoir un joueur qui est midget 3A dans la ville où où l'équipe joue. Alors, exemple, mettons, un gars de Lethbridge repêche, par exemple, un gars midget de Lethbridge. Alors là, lorsque son équipe ne joue pas, ils peuvent le rappeler pour quelques matchs, mais en général, les gars en question ne jouent que 5 matchs dans l'année, la règle générale, et à 16 ans, ils commencent vraiment leur carrière dans la LNH. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué le processus de repêchage qui est différent
dans la Ligue de l'Ouest ailleurs au Canada. Oui, mais je suis quand même surpris qu'il y ait cette disparité-là. Je pensais que c'était vraiment uniforme. Je trouve ça très bizarre. On appelle ça d'ailleurs, ils appellent ça un bouton de repêchage Bantam. Oui. Ryan Nugent-Hopkins aussi avait été choisi premier. Ah oui, hein? Tu sais, alors, on avait quand même bien évalué les joueurs, même si c'était un an plus tôt. Exact. Ceux qui veulent aller consulter la liste, il y a des très, très bons joueurs juniors et même qui sont devenus des bons joueurs de la Ligue nationale qui sont sortis premiers à l'âge de 14 ans. Bon. Écoute, c'est bon, ça met fin à notre 14e épisode. Je te remercie beaucoup. Pag, Pierre-Alexandre Girard, à la console, à la caméra, au micro et à la pub. Merci. Merci, les gars. Bonne soirée.